Me voilà, coucou, bienvenue à vous tous et à vous toutes, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Une vidéo bien sûr que je la tourne avec ceci. Voilà, allez, je recule un tout petit peu, voilà pour que vous voyez bien. Alors je vais essayer, voilà, c'est carrément la totale, hein, la complète, l'élément complet pour faire genre football américain. Voilà, un joueur de football américain, parce que je vous rappelle bien sûr qu'en ce moment il va y avoir la finale du Super Bowl. Donc mon petit costume, alors je vais quand même pencher la caméra pour vous le montrer. Voilà mon costume de football américain. Voilà. Pour l'actualité, évidemment l'actualité donc américaine, c'est le Super Bowl entre le Kansas, avec Patrick Mahomes, le quarterback du Kansas, et ensuite on va jouer contre les Eagles contre le Kansas. Voilà, mais ça je vais y revenir peut-être dans une autre vidéo. Alors revenons à l'actualité donc française avec la retraite. J'ai commencé bien sûr par vous parler de l'histoire. Non, j'ai commencé d'abord par vous présenter la définition et quelques petites précisions sur le fonctionnement d'une retraite. Voilà, définition donc littérale, dictionnaire, etc. Et ensuite donc des éléments un peu plus techniques, évidemment, un peu plus d'actualité. Je vous prépare évidemment pour le mois de mars, pour fin février, début mars, donc un petit point actu sur quand la discussion, quand la première partie de la discussion sera faite. Mais pendant ce temps-là, moi, je vais vous faire donc un peu l'historique, l'histoire de la retraite. L'histoire de la retraite. On est parti parce que ça va durer un petit moment. On va faire donc cette première partie qui sera consacrée donc à l'époque de l'Ancien Régime. On va faire donc toute la partie Ancien Régime, le paternalisme, mutualisme et l'émergence de la gestion ouvrière. Ensuite, on parlera évidemment dans les années 10, dans les années 20, ensuite années 20, années 30, années 40 avec la réforme du gouvernement de Vichy, et finir vers 45 avec le maintien du système par répartition et l'intégration dans le système de la sécurité sociale. Voilà. Alors, on va faire ça sur 3, 4, 5, 6 pages d'histoire donc de la retraite pour cette première partie. Ensuite, la deuxième partie, donc après la Saint-Valentin, on viendra donc dans les années 50, les premières évolutions, et ensuite bien sûr 50-60, ensuite 70 avec la loi Boulin, la loi Arnoux 82, la réforme Balladur 93, l'échec du plan Juppé en 95, la création du fonds de réserve pour les retraites en 99. Et on s'arrêtera là, bien sûr, avant de faire une troisième et dernière partie avec, bien sûr, Fillon, Woerth et surtout, bien sûr, les dernières réformes de 2013 et celles de 2020. Ça sera dans 2 semaines, les réformes dans les années 2000. On va faire donc début des années 80, début du XXe siècle, donc avec donc l'Ancien Régime jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 45 évidemment. Et après donc il y aura toutes les lois, et les réformes et quelques échecs.
Mais revenons donc à notre sujet du jour, donc le sujet de l'Ancien Régime et du 19e siècle, bien sûr, jusqu'à la moitié du 20e. On est parti, première partie. L'Ancien Régime, retraite pour les militaires. Alors, j'essaie de le tenir comme ça pour que vous me voyez bien. Hop là, pardon. Ok, d'accord, carrément, oui, je le mets carrément sur ma petite table. On est parti. La vie des anciens a longtemps reposé sur la solidarité intergénérationnelle et de menus travaux artisanaux. De nombreuses formes d'entraide volontiers existaient dès le Moyen-Âge, donc corporations, sociétés de secours mutuels. La première profession à obtenir une compensation en période d'inactivité est celle des marins. Ah oui, ça a commencé d'abord par la retraite des marins. La retraite des marins sous Louis XIV. Jean-Baptiste Colbert a donc institué en 1973 la fameuse caisse des invalides de la marine, créant donc la fameuse première retraite par répartition au monde, ce qui permet de les fidéliser. Les retraités, bien sûr, de la marine. Puis ce fut les militaires gradés qui créent une des premières caisses de retraite françaises en 1768, alimentées par des retenues de 1,25 à 2,5% sur les salaires. Sous l'Ancien Régime, 60 000 pensionnaires recevaient une rente de la part du roi. Une rente du roi. Celui-ci a été prélevé sur son trésor royal pour distribuer des pensions de cour, des pensions de charité ou même des pensions de mérite. Et même des pensions de conversion. Les pensions de retraite ne concernent quant à elles que 0,1% de la population. À l'époque de la Restauration, les rentes royales sont à nouveau payées sur la liste civile. Sous la monarchie de Juillet, Louis-Philippe crée le 11 avril 1831 une nouvelle législation sur les pensions alimentaires. Donc là, c'est le point de départ de l'Ancien Régime. Passons maintenant au 19e siècle avec le paternalisme, mutualisme et émergence de la gestion ouvrière. Ça se passe évidemment après la Révolution de 1848. Après la Révolution de 1848, l'ensemble des fonctionnaires bénéficiant d'une retraite à partir de la loi sur les pensions civiles du 8 juin 1853, Napoléon III généralise le régime de pension par répartition pour la fonction publique. L'âge normal de la retraite à cette époque, étant de 60 ans. Pour les travaux pénibles, ça allait même jusqu'à 55 ans. Avec bien sûr la création de la pension de reversion. Pour le secteur privé, donc là on était avec le public, donc évidemment avec la fonction publique. Mais pour le secteur privé, les sociétés de secours mutuels, donc aux alentours de 1804, ce qui concerne les ouvriers du privé, dites sociétés de prévoyance, ont permis un palliatif, mais en fait leur développement était entravé par la réglementation. Voilà, en 1890, il n'y avait seulement que 3,5% des ouvriers âgés qui ont eu accès à cette fameuse pension. Alors les pouvoirs publics, craignant une agitation ouvrière, la pression populaire augmentait donc, comme en témoigne la législation du syndicalisme.
certaines professions finirent par obtenir des droits à la retraite. Eh bien, il était temps. En 1850, les premières compagnies privées de chemin de fer créent des caisses de retraite pour certains de leurs employés. Hein, les fameux régimes spéciaux. Et en 1894, les mineurs obtinrent, il faut lire, c'est de la littérature, obtinrent dans un cadre obligatoire l'assurance maladie. Avec bien sûr le régime de retraite suivi en 1897 par les travailleurs des arsenaux et de l'armement. Et en 1909 pour les cheminots. Pas mal hein, comme point de départ avec Napoléon III, avec cette histoire de l'âge normal de la retraite, donc, qui était de 60 ans à l'époque du 19e siècle, fin du 19e siècle, on va dire. Voilà. Il y avait même l'histoire des 55 ans pour les travaux pénibles, et donc la pension de reversion. Voilà, je vous fais un petit résumé. Je vous fais un petit résumé de ce début, de ce chapitre du 19e siècle, donc avec... Voilà. Voilà, ça va commencer à devenir très sérieux. Hein, la fameuse législation du syndicalisme, donc avec voilà, donc avec bien sûr la création de l'assurance maladie, voilà, avec le régime de retraite, 1894, 1887, voilà, pour ceux qui travaillent dans l'armement, dans le milieu militaire, de la défense, et ensuite au début du XXe siècle, 1909, avec les cheminots. C'est des initiatives donc patronales destinées donc à fixer la main d'œuvre, voilà, pour s'insérer dans une politique des âmes cléricale et moralisatrice. C'est un peu compliqué à comprendre là cette partie, le début. Mais en 1875, le socialiste fourriériste Paul-Émile Laviron adresse à l'Assemblée nationale un projet de caisse de retraite pour les ouvriers alimentés par l'État. Après donc Paul-Émile, le socialiste Édouard Vaillant a été l'un de ceux qui se sont attachés à faire de la protection sociale une revendication ouvrière. Alors Édouard défend l'idée d'une assurance ouvrière financée par l'État, et les patrons même administrés par ses bénéficiaires. Ces fameuses petites idées seront à la base de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes de 1910, évidemment. La mutualité. Le troisième modèle de gestion d'institutions de protection sociale issu des idées mutualistes, qui sont donc d'origine socialiste. Donc socialiste, donc cela concerne Robert Owen et Pierre-Joseph Proudhon. Toutefois, en France, c'est un décret du 26 mars 1852 qui institue les sociétés mutuelles, donc organisées sur une base territoriale et interprofessionnelle, avec une forte implication des notables. Son organisation sous le contrôle des gouvernements du Second Empire, donc bien sûr, on est aux alentours de 1910, voire même un peu avant, on est dans le Second Empire, donc donne finalement donc à la mutualité française une idéologie voisine de celle du système mis en œuvre par les entrepreneurs catholiques. C'est vachement précis, hein, l'histoire de la retraite. Dans la version républicaine instaurée par la loi de 1898, donc là on est encore au 19e siècle, donc la fameuse charte de la mutualité, les aspects notabilaires
notabilière et moralisateur sont atténués. Voilà, si ça vous intéresse, hein, vous pouvez continuer à écouter voilà, jusqu'au passage dans les années 1910-1930. On finit l'époque... on finit le 19e siècle. On finit le 19e siècle avant de passer au 20e siècle. Donc, où est-ce que j'en étais? Voilà, le modèle. Donc, le modèle... voilà. Voilà, modéré, attaché au libéralisme économique. Les trois modèles sont en compétition au tournant du siècle. Le modèle de gestion ouvrière est défendu par les socialistes. Le modèle mutualiste est défendu par les républicains, modérés ou libéraux. Et le modèle paternaliste par les conservateurs. Si je ne me trompe pas, c'est bien sûr l'actuelle extrême droite. À partir de la fin du 19e siècle, à la suite de l'échec de la constitution d'une protection sociale basée sur la liberté d'affiliation, des lois vont dans le sens du principe d'obligation et d'une gestion tripartite. L'État, les patrons, les ouvriers. Des institutions. La loi du 29 juin 1894 institue un système de retraite pour les mineurs financé par les patrons et garanti par l'État. Donc c'est les patrons qui financent la retraite donc, des mineurs avec bien sûr la garantie de l'État. Le principe d'obligation qui sous-tend la législation de ces années coexiste avec la liberté du choix de la caisse, qui peut être la CNRV, une caisse donc patronale, ou une caisse syndicale agréée. La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, donc la CNRV, Caisse nationale retraite vieillesse, réformée en 1886, contrôlée par une commission de surveillance qui comprend 50% des hauts fonctionnaires, 25% de parlementaires et le restant des présidents de présidents de sociétés de secours mutuels et de personnalités industrielles. Ouf. Voilà, j'espère que vous avez bien compris donc toute cette époque du 19e siècle jusqu'à cette fameuse loi sur les retraites ouvrières et paysannes, le ROP, hein, retraités ouvrières et paysannes, donc la loi de 1910, créée par des systèmes de retraite pour les systèmes de retraite par capitalisation à adhésion obligatoire défendus par les membres du Parti radical comme Léon Bourgeois et Paul Guiès, qui concerne 3 millions de salariés sur 8 millions et 40 millions de Français. Avant 1914, un retraité sur 3 vit d'une rente, en général foncière. Le projet donc est vivement combattu par le patronat qui dénonce des charges inacceptables et l'encouragement à la paresse. On est donc dans la partie 1910-1930. Une des innovations de la loi de 1910, qui conserve la liberté du choix de la caisse, réside dans la création à l'initiative du gouvernement de caisses départementales ou régionales administrées de façon tripartite par des représentants de l'État, des représentants élus, des assurés et des représentants des patrons. Et finalement, l'âge normal du départ à la retraite de 1914-1910 est fixé par la loi de 1910. C'est bien ce que j'avais vu. Et donc là, précédemment, c'était quoi? C'était dans le 19e siècle, on était à une retraite, le temps que je retrouve l'âge de la retraite, c'était donc 60 ans, c'était ça hein, c'était la retraite à 60 ans. Là, en 1910, on passe donc aux fameux 65 ans.
La loi de 1910 donc à 65 ans, mais la révision de 1912 offre donc la possibilité de toucher la retraite à 60 ans. Le fameux après à 65 ans, il y a le taux plein à 65 ans. C'est donc une façon de la donner à des morts. C'est un peu ce que dit en ce moment l'opposition. Voilà. C'est ce qu'avait dit à l'époque, en 1910, la fameuse CGT. Car dans les années 1910, à peine 8% de la population atteint 65 ans. Ouh, un peu d'actualité. 100 ans plus tard. Voilà, 100 ans plus tard, on revient plus ou moins à cette même histoire. Alors, donc, j'en étais donc, voilà, donc à peine 8% de la population atteint 65 ans, dont une infime minorité d'ouvriers. Les dépréciations monétaires qui se sont notamment produites en 1910 et 1918, consécutives donc à, comme par hasard, une inflation donc, qui ont pénalisé le système de retraite par capitalisation. Après, bien sûr, après 1918, c'est la fameuse guerre mondiale, la première guerre mondiale. Et pendant cette première guerre mondiale, le gouvernement français mobilise massivement les travailleurs qui cessent leur cotisation. Ça provoque la faillite des caisses de retraite et des mineurs et des cheminots. Cette guerre provoque aussi l'afflux d'anciens combattants. Les responsabilités de l'État sont plus communément acceptées par une large frange de la population. Eh ben oui, la population française, bien sûr. Le retour des 3 départements d'Alsace-Moselle pose la fameuse question de supprimer le système bismarckien qui s'y applique ou de l'étendre au reste du pays. La seconde solution est retenue. La France étant alors le dernier pays européen sans assurance sociale générale. On est encore... alors donc... merde. Oui, la guerre, donc c'est 14-18. Donc on passe maintenant aux années 30. Aux années 30, donc on est plus précisément au niveau de 1928. On est sur la loi du 5 avril 1928, légèrement corrigée par celle du 30 avril 1930. Cette loi garantit aux retraités qui a atteint l'âge de 60 ans et qui peut justifier de 30 années d'affiliation, donc 30 années de cotisation, une pension qui se monte à 40% du salaire moyen sur la période de cotisation. Le salarié a la possibilité d'ajouter à 65 ans la liquidation de sa retraite. On peut prendre, donc ça veut dire qu'on peut prendre sa retraite à 60 ans, en justifiant donc 30 années donc, de cotisation, qui permet d'avoir droit à une pension qui se monte à 40% du salaire moyen donc sur cette période de cotisation. Et la fameuse histoire évidemment du taux plein, donc le salarié a la possibilité d'ajourner à 65 ans la liquidation de sa retraite. Alors là, il y avait donc les querelles qui se poursuivent jusqu'en 1930 pour savoir qui de l'État, des syndicats, du patronat ou de la mutualité doit gérer ce système. Un compromis a été trouvé. Protection maladie par répartition. Et ensuite, la capitalisation pour la retraite. Tous deux obligatoires. Couvrant théoriquement 10 millions de personnes en 1930. Et même 15 millions de personnes en 1941. Dans les années 30, donc, les années 1930, la situation des caisses de retraite est également remise en question. Par les problèmes démographiques, qui représentent l'allongement de la durée de vie. Et la faiblesse des naissances. Ah, intéressant. Comme par hasard, presque 100 ans plus tard, il y a le même problème. Eh oui. Les problèmes démographiques. Eh oui.
Enfin bref, la question des retraites donne lieu à pas moins de 24 projets ou de propositions de loi entre 1936 et 1939. Voilà. On refait l'histoire dans les années 2000. C'est comme ça. Est-ce qu'on va s'arrêter là ou on... Normalement... Non, on n'a pas encore fini. On continue avec la réforme du gouvernement de Vichy. Je surveille l'état de la batterie de ma caméra qui continue à être moyen. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Ouais. Ouais, donc on avait dit qu'on allait quasiment s'arrêter à 45. Donc l'histoire de la sécurité sociale en 45, on la fera la prochaine fois parce que ça va nous faire 4-5 pages. Donc on va essayer de faire de finir cette page et donc de commencer la suivante. Ok, on est parti pour la réforme de Vichy. Les réformes du gouvernement de Vichy de 41-44, donc avec à la suite de la défaite de juin 1940 et la mise en place donc de ce fameux régime de Vichy, le nouveau ministre du Travail, René Belin, aucun rapport avec les apéritifs, va reprendre les projets de la fin des années 30. D'accord, le nouveau ministre du Travail donc va reprendre des projets de la fin des années 30 qui visaient à substituer le principe de répartition à celui de capitalisation. Ok. Alors René a intégré dans son cabinet 2 spécialistes des retraites, Francis Netter et Pierre Larocque. Mais ce petit dernier, là, Pierre Larocque, il est révoqué à la suite de la loi du 3 octobre qui écarte les juifs de la fonction publique. Les quatre d'évaluations survenues depuis 1936 ont encore souligné la faiblesse des systèmes par capitalisation. Les travaux de l'équipe de René aboutissent dès le 11 octobre 1940 à l'adoption d'un projet de loi par le Conseil des ministres. Écoutez ce Conseil des ministres. Les pensions de vieillesse et d'invalidité délivrées au titre des assurances sociales sont constituées selon le régime de la répartition, la liquidation. Le service de ces pensions ainsi que les allocations sont assurés par une caisse générale des pensions. Prenons la suite des organismes de gestion pour la vieillesse et l'invalidité. C'est magnifique. Ce projet de loi se heurte au tir de barrage de la part des mutualistes représentés au sein du gouvernement par Yves Barnégaray, secrétaire d'État à la famille et à la santé, qui défend le système par capitalisation en mettant en avant l'aspect moral que représente l'épargne. Les mutualistes parviennent à bloquer la loi jusqu'en février-mars 1941, où René resserre le principe de la répartition dans la mise en place de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, le AVTS. Premier système intégral par répartition. Alors, la VTS est précisée par une abondante législation de 1941-1944 qui survivra à l'effondrement du régime de Vichy. La nouvelle institution a vocation à venir en aide aux vieux travailleurs selon un principe d'humanisme consensuel et dans l'immédiat à dégager de marché du travail les plus âgés et les inaptes et à contribuer ainsi à la baisse du chômage, encore important au début de 1941. Indépendamment de la VTS, le chômage décroît de façon spectaculaire. Spectaculaire! Et des dérogations de plus en plus larges sont apportées au principe du non-cumul, allocation, pension, travail. Et tac, dans les dents. Mais en fait,
La nouvelle allocation est en effet non cumulable avec un emploi, mais aussi avec une retraite obtenue, obtenue en vertu d'un régime légal ou réglementaire. Son montant est de 3 600 francs par an, avec certaines majorations familiales ou géographiques. À vous de faire la fameuse conversion en actuels euros. Oui, c'est les montants en anciens francs. Non? Ou c'est les francs d'avant? Enfin bref. Dès novembre 1941, 1 500 000 dossiers avaient été déposés. Ça a été un vrai succès, le succès de la BTS. Le succès de la BTS dépassait même les prévisions. Ah oui, et ça posait par conséquent un problème de financement. Sur les 1 600 000 allocataires de 1944, près de 1 million n'avaient jamais cotisé. La nouvelle ABTS, basée sur le principe de répartition, se substituait aux anciennes caisses de régime de l'assurance vieillesse qui avaient accumulé au cours de leurs 10 premières années de fonctionnement un petit magot de 20 milliards de francs. C'est mignon. Ces réserves serviront à financer les premières années de la VTS. Le système, donc, qui donne droit à une pension de 40% du salaire de référence à partir des fameux 65 ans. Et là, je peux quand même vous dire que c'est tout pour le moment. Voilà. Et que dans le prochain épisode, dans le troisième épisode, dans la suite, dans la deuxième partie de l'histoire, donc le troisième épisode de cette histoire de retraite, on va donc se consacrer donc à ce fameux maintien du système par répartition. Et avec bien sûr l'intégration de la sécurité sociale en 1945. Et ensuite, il y aura donc les premières évolutions. Après 1945. Avec bien sûr les différentes lois. Donc avec une loi avec la loi Boulin, donc ça c'est la loi Boulin qui fait passer de 120 à 150 trimestres la période d'assurance ouvrant droit à une retraite à taux plein sur la base des 10 meilleures années de salaire. Voilà, ensuite on aura la loi Arnoux. La loi Arnoux, ça c'est la retraite de 60 ans avec 37,5 années de cotisation au taux plein de 50% du salaire annuel moyen. Avec donc l'histoire, avec la création de la fameuse décote, les fameux abattements pour les trimestres de cotisation manquants. Voilà, avec l'histoire des 150 trimestres qui et atteint donc les 65 ans. Voilà, ensuite on passe à Balladur. Alors Balladur, donc avec le gros déficit de 40 milliards de francs. Voilà, ensuite après Balladur, on aura le plan Juppé. L'échec du plan Juppé en 95. Voilà, avec la dissolution de l'Assemblée par Jacques Chirac et le changement de majorité, le texte ne sera jamais adopté et sera définitivement abrogé en 2001. La création des fonds de réserve pour les retraites en 99. 10, alors 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Alors il est où la page 11? Voilà, la page 11 c'est là. Avec, donc ensuite on va passer à la réforme Fillon. La réforme Fillon avec donc toujours avec cette histoire de décote par année manquante. Voilà, et en 2007 avec la réforme des régimes spéciaux le 1er juillet 2008.
Voilà, aligner la durée de cotisation des agents de la SNCF, de la RATP sur celle du privé et de la fonction publique avec Nicolas Sarkozy lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2007. Ensuite, on ira en 2010 avec donc les régimes spéciaux de retraite, donc les cheminots et les électriciens. Voilà, donc évidemment il y a la crise de 2010. Voilà. Donc, voilà, l'histoire du déficit. Voilà. Et ensuite, on aura donc une dernière grande partie qui est donc on aura donc la réforme de 2013 avec donc la réforme de 2013 et surtout les années 2020-2023 avec donc le projet de réforme de retraite de 2019. Voilà. Et donc l'actuelle réforme de 2023. Donc je vous le rappelle que le gouvernement d'Elisabeth Borne présente un nouveau projet de réforme le 10 janvier 2023. Une des principales mesures prévues est le report progressif à 64 ans de l'âge légal de départ. Pour justifier cette réforme, le gouvernement s'est donc appuyé sur le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites avec l'hypothétique déficit du solde global des régimes de retraite dans les années à venir. Voilà. Et pour la première fois, bien sûr, depuis une dizaine d'années, les principales organisations syndicales des salariés sont contre cette réforme, y compris la CFDT. Donc il y a encore un gros chapitre, des gros chapitres à venir. Donc voilà, c'était donc le début de cette histoire de la retraite avec donc les militaires et les ouvriers. La réforme de Vichy qui conclut cette fameuse deuxième partie. Voilà, hop là, on fait un petit bac. Non, non, on va rester là parce que finalement, j'ai pas envie de changer l'axe de la caméra. Mais on va tout simplement changer d'ambiance pour finir. Voilà, pour vous dire que je vais bien sûr regarder le Super Bowl, la finale donc du Super Bowl américain, football américain, donc de la nuit du dimanche à lundi. Évidemment, avec le concert de Rihanna à la mi-temps. Évidemment, je vais bien sûr regarder un peu le début, le coup d'envoi, et je regarderai ça en fil rouge pour la semaine suivante. Voilà, et on vous rappelle donc qu'il y a aussi en ce moment les championnats du monde de biathlon en Allemagne à Oberhof sur la chaîne L'équipe jusqu'au 19 février. Voilà. Voilà, le biathlon, le football américain, le rugby avec le tournoi des Nations. Évidemment, je continue à suivre mes séries cultes, les séries télé cultes, évidemment, que je regarde, donc mes nouvelles séries cultes. Évidemment, il y a du beau temps, donc faut en profiter pour sortir, prendre l'air à l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand-chose, parce que j'ai déjà assez parlé pour cette vidéo. Je vais donc garder ce costume pour peut-être une autre nouvelle vidéo. Voilà, je vais faire donc une autre vidéo sur donc une de mes autres chaînes YouTube que je dois gérer. Évidemment, vous pouvez bien sûr me retrouver dans quelques vidéos sur la chaîne YouTube de la troupe de théâtre Triptyque, évidemment. Et évidemment, vous pouvez toujours me retrouver avec mes partages
de publication sur, bien sûr, le réseau très connu. Voilà. Je vais donc finir de manger les crêpes de la Chandeleur. Voilà, pour ensuite passer de la crêpe à la gaufre. Voilà, pour le mardi gras, pardon. Le mardi gras, bien sûr, le carnaval. Voilà, je suis déjà un peu en l'ambiance carnaval, costumé, costume de football américain. Je vous le rappelle. Et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Pour être au courant de la suite de cette histoire, il faut être au courant de quand est-ce que je vais mettre cette vidéo. Mais en principe, ça sera pour la semaine prochaine, évidemment, la vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, de voir donc mes anciennes vidéos précédemment sur cette chaîne. Voilà, abonnez-vous. La petite cloche pour être au courant, bien sûr, de la prochaine mise en ligne. Et bien sûr, mettez-moi en commentaire votre point de vue sur tout ce que je viens de vous raconter, l'histoire de la retraite. À suivre donc la semaine prochaine avec donc le XXe siècle, évidemment. Et ensuite, on fera le dernier chapitre pour le début de ce XXIe siècle un peu spécial. Voilà, et moi, je vous dis à plus tard. J'éteins la lumière et maintenant la caméra. Bye bye!